Dans le domaine des lymphomes folliculaires, je crois que cet ASH a été marqué par deux communications essentielles. La première, c'est la mise à jour des données de l'essai PRIMA qui comparait une attitude par rituximab chimiothérapie versus rituximab chimiothérapie plus traitement d'entretien. Et le professeur Salle, donc de Lyon, au nom du LISA, a présenté la mise à jour après 10 ans de suivi médian. L'information qu'il nous délivre est une information extrêmement optimiste pour nos patients, puisqu'il nous a montré qu'à 10 ans quasiment de suivi moyen, plus de 50% des patients n'ont pas rechuté de leur maladie. Ça veut donc dire qu'il existe une population de patients qui représente 50%, qui à 10 ans n'auront jamais rechuté de leur maladie. Je pense, et un certain nombre d'autres pensent, et d'ailleurs le professeur Salle a posé cette question à la fin de sa présentation, qu'il est vraisemblable que certains de ces patients ne rechuteront jamais, puisqu'on peut anticiper une survie moyenne de ces patients qui est probablement au-delà de 20 ans. Et le message est sans doute que dans ces patients qui n'ont pas rechuté à 10 ans, certains patients ne seront jamais embêtés par leur maladie. Et donc je crois que c'est vraiment un message très positif. De l'autre côté, on a eu une communication importante du MD Anderson avec le docteur Cazullo qui a analysé 13 études importantes, internationales, de traitement des lymphomes folliculaires. Et elle a montré dans cette étude quelque chose qu'elle avait déjà suggéré dans une étude antérieure, qui est que les patients qui vont progresser dans les 2 premières années de leur traitement de lymphome folliculaire sont des patients à risque de résistance au traitement futur. Et donc pour nous, ça c'est un enjeu extrêmement important. Que va-t-on pouvoir proposer à ces patients? La première chose, c'est qu'à ce jour, on ne peut pas réellement les identifier avant de débuter le traitement. Ça, c'est une des conclusions. La deuxième chose, c'est qu'il faut sans doute proposer le meilleur traitement dans cette première partie. Et chez ces patients qui progresseront, que peut-on faire? Et là, c'est l'exploration des nouvelles stratégies thérapeutiques. Actuellement, ces lymphomes folliculaires qui rechutent précocement, on va les autogreffer, ce qui est une technique relativement usuelle en France et assez facile dans nos CHU, qui néanmoins est une contrainte significative pour les patients en termes d'hospitalisation et qui ne fonctionne pas toujours. De la même manière, dans les lymphomes diffus à grande cellule B, vous savez qu'on a quand même des progrès thérapeutiques très significatifs avec l'addition du rituximab et de la chimiothérapie de type CHOP. Néanmoins, il y a des patients aussi qui sont réfractaires à de nombreuses lignes de chimiothérapie et aussi après autogreffe. Donc dans ces deux situations, de lymphome folliculaire transformé, rechutant précocement ou lymphome diffus réfractaire, 3 études ont été présentées à cet ASH qui utilisent ce qu'on appelle des CAR T-cells, c'est-à-dire des cellules T modifiées pour être plus actives et pour détruire les cellules lymphomateuses. Et ces 3 études montrent des choses qui sont très importantes, c'est-à-dire que ces patients qui ont habituellement une probabilité de réponse complète de 7% vont avoir une probabilité de réponse de l'ordre de 40 à 50%. Et ces patients qui d'habitude ont une survie médiane relativement modeste de moins d'1 an vont avoir des survies relativement prolongées. Donc c'est un grand espoir pour nous de pouvoir appliquer cette stratégie thérapeutique de thérapie cellulaire dans ces situations que l'on considère comme graves, c'est-à-dire les lymphomes diffus à grande cellule B qui sont réfractaires au traitement et les lymphomes folliculaires qui sont transformés, qui rechutent précocement. Et l'espoir est important. Il reste un certain nombre de problèmes à régler. Le premier, c'est que tous ces essais ont été faits aux États-Unis et qu'aujourd'hui la France n'a pas participé ou très peu à ces essais cliniques. Et donc on a peu d'expertise sur l'usage de ces médicaments. J'espère que les choses vont changer au cours de l'année 2018. Le deuxième point, c'est que la production de ces cellules est relativement complexe et prend du temps. Et finalement, quand on regarde ces études, il y a à peu près 1/3 des patients qui n'auront pas accès malgré tout à ce produit cellulaire, notamment à cause du temps et du délai à la fabrication. Il y a aussi des effets secondaires qui sont sans doute aigus, notamment neurologiques ou de relargage de cytokines qui imposent une proximité avec la réanimation. Ça dure quelques jours, mais c'est sensiblement aigu. Et puis on décrit aussi des complications à moyen terme, notamment infectieuses, sur lesquelles il faudra être vigilant. Mais globalement, les résultats sont tels que ça constitue une rupture thérapeutique et un espoir pour tous ces patients qui sont en échec de plusieurs lignes de traitement, notamment dans les lymphomes diffus à grande cellule B.
ECHELON 1 est une très grande étude qui a compris plus de 1300 patients de façon internationale des stades avancés 3 et 4 de lymphome de Hodgkin en premier traitement et qui a randomisé de la BVD standard versus un remplacement de la bléomycine par du brentuximab vedotin, qui est une thérapie ciblée qui est actuellement plutôt utilisée en rechute. Donc cette large étude est positive, avec donc un bénéfice dans le bras comprenant le brentuximab, un bénéfice en survie sans progression. Il n'y a pas actuellement de bénéfice en survie, mais on n'attendait pas ça parce qu'il faut beaucoup de recul pour avoir un bénéfice en survie. Mais il y a clairement un bénéfice, c'est-à-dire qu'il y a moins de rechutes chez les patients qui reçoivent le brentuximab. Après, on peut un peu tempérer cette étude. La différence n'est quand même pas majeure, et en particulier en France, où on a une autre étude du même type qui va être de nouveau présentée au prochain congrès américain d'oncologie. Nous, on commence par le BICOP escaladé et les patients qui sont répondeurs, on passe à la BVD. Et nos résultats dans les stades avancés sont au moins aussi bons que les résultats d'AVD brentuximab. Il y a un deuxième petit bémol, c'est que quand on met le brentuximab, on a un peu plus de toxicité hématologique que la BVD standard. Mais par contre, point important, pour les sujets âgés ou les sujets qui ont des problèmes pulmonaires, il y a beaucoup moins de toxicité pulmonaire quand on arrête la bléomycine. Donc on voit que c'est quand même une étude majeure, c'est une avancée dans le lymphome de Hodgkin. Après, il va falloir savoir comment utiliser cette étude, sur quel patient, qui va en bénéficier le plus, mais c'est quand même très intéressant pour nous et notre communauté médicale d'avoir ce type de grande étude qui soit passée en plénière dans un congrès comme le congrès américain d'hématologie. Les pratiques ne vont pas changer déjà parce que la majorité des patients sont quand même des stades 1-2 et pour lesquels on va continuer la BVD pour l'instant. Dans les stades avancés, les pratiques ne vont pas changer tout de suite. D'abord, il faudra que ce médicament ait une autorisation de mise sur le marché et un remboursement, donc ça, on n'est pas forcément les maîtres. Et deuxièmement, parce que nous, chez les sujets en tout cas jeunes et en bon état général, on préfère commencer par le BICOP escaladé, qui semble donner un petit peu des meilleurs résultats. Mais ça changera sûrement les pratiques sur une catégorie de patients un peu plus fragiles, qui ne peuvent pas supporter le BICOP, qui ont des risques de toxicité avec la bléomycine. Et là, on espère qu'on pourra avoir accès à ce produit dans ce cas-là. Les CAR-T, finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, la méthode de production de ces cellules, c'est donc le patient va donner son sang. Ce sang va être envoyé dans une unité de production de CAR-T cells dans laquelle on va stimuler les cellules T présentes dans le sang de ce patient et on va y introduire par thérapie génique, par transfert génique, une molécule qui est ce récepteur chimère à l'antigène. Ce récepteur chimère à l'antigène, il va faire en sorte que le lymphocyte T va être capable de reconnaître par quelque chose qui est un anticorps une molécule à la surface des cellules tumorales, et dans le cas des lymphomes, la molécule, c'est la molécule CD19. Et en même temps, dans ce récepteur chimère, on a dans la partie intracellulaire des molécules qui vont activer le lymphocyte T. Donc on a un lymphocyte T qui est finalement rendu capable de reconnaître une cible et de s'activer lorsqu'il reconnaît cette cible. Donc, on va cultiver ces cellules pendant un certain nombre de jours, on va vérifier qu'elles ont bien été transformées par cette molécule, qu'elles sont bien actives, qu'elles ont bien toutes les propriétés qu'on attend d'elles, et on va les congeler. Et cette poche congelée va revenir dans l'hôpital où se trouve le patient. Au moment où se produit la réinjection, la poche sera décongelée, un peu comme quand on fait une greffe, et le patient va recevoir donc ces millions et millions de lymphocytes T qui ont été modifiés pour être capables de reconnaître les cellules tumorales. À ce moment-là, ils vont se mettre à détruire les cellules tumorales exprimant la molécule CD19, et ça c'est très efficace, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de patients qui répondent correctement à ce traitement. Bien sûr, des patients vont pouvoir répondre mais ensuite échapper, notamment soit parce que la cellule tumorale a perdu la molécule CD19, soit parce que les CAR-T sont devenus inefficaces, éventuellement un peu exhaustiques, mous du genou, fatigués, et que c'est le même type de phénomène qui se produit lorsqu'on essaie après d'injecter des anticorps qui lèvent les immune checkpoints. Donc il y a des processus qui peuvent faire en sorte que ces CAR-T deviennent inefficaces. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux pour faire en sorte qu'ils soient de plus en plus efficaces. Ensuite, au moment de cette efficacité clinique, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi potentiellement une toxicité
Cette toxicité, elle est quelque part la contrepartie négative de leur efficacité, puisqu'on tue très bien les cellules tumorales, on va avoir des milliers, des milliards de cellules tumorales qui vont mourir, qui vont donc induire une réponse inflammatoire, ça s'appelle le syndrome de Lise, et ça peut aboutir à une toxicité massive chez les patients, mais on le sait, donc les patients sont pris en charge dans des structures spécialisées. C'est pour ça que les CAR-T, de toute façon, ne se font pas dans tous les hôpitaux de périphérie notamment. Et donc, ils se font dans des structures qui sont capables de prendre en charge ce type d'effets secondaires. Et puis, on a des effets secondaires un petit peu moins compris, notamment des effets neurologiques. Et aujourd'hui, il est clair que les CAR-T sont destinés à une population de patients réfractaires, en rechute et non répondeurs au traitement, à qui on va proposer cette stratégie potentiellement efficace, mais avec des effets secondaires qui peuvent se produire. Et c'est vraiment à eux, pour eux, qu'on ouvre un nouveau champ thérapeutique dont on est encore au tout début.